Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est à l'occasion des élections européennes du 6 au 9 juin prochain que nous réalisons cette capsule. Du 6 au 9 juin, c'est 720 députés européens qui seront élus, donc 81 députés en France. Et donc c'est à cette occasion qu'avec le CRAJAP Hauts-de-France et le mouvement associatif Hauts-de-France, nous avons décidé de recevoir les candidats et candidates et ou leurs représentants représentantes pour les interroger sur les questions de jeunesse et de vie associative. Donc, je suis Ondine Chourin, je suis chargée de plaidoyer pour le mouvement associatif des Hauts-de-France. Le mouvement associatif, c'est une association qui fédère des réseaux associatifs thématiques ou sectoriels autour du statut d'association de loi du 1er juillet 1901 en France. Et notre mission, c'est de défendre, promouvoir et fédérer justement autour de ce fait associatif et de tout ce que ça implique, l'emploi, l'engagement bénévole ou encore les financements. Donc, Jérémy Huillier, chargé de plaidoyer au CRAJAP Hauts-de-France. CRAJAP Hauts-de-France, c'est une tête de réseau qui regroupe des associations qui travaillent sur le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc nous recevons aujourd'hui Madame Mélissa Camara, qui est candidate sur la liste Les écologistes de Marie Toussaint et qui est également conseillère municipale et métropolitaine de Lille, ainsi que membre du bureau exécutif national des écologistes. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Plaisir. Écoutez, on va commencer par une série, on va réaliser une série de questions qui vont à chaque fois être introduites par un petit court contexte. Donc, première question, les enjeux du prochain mandat sont de taille et les organisations associatives et de jeunesse en sont convaincus. Il est plus que jamais nécessaire de revenir au projet historique européen qui a pour ambition de réunir les peuples pour construire la paix et les coopérations au-delà des enjeux nationaux. Il est également urgent de garantir à chacun et chacune de pouvoir vivre dignement et en sécurité dans un environnement sain. Du coup, je vais vous poser cette question. Comment les institutions européennes peuvent-elles accompagner les crises rencontrées par les citoyens et les citoyennes, qu'elles soient sanitaires, environnementales, économiques ou écologiques ? Vous avez souligné un bon point, c'est que ces élections européennes, elles sont particulières. Alors on dit souvent ça pour des élections, mais cette fois-ci, en fait, on a des élections qui sont dans un contexte particulier. On a vécu une pandémie majeure où on a vu qu'on avait eu besoin de plus d'Europe pour protéger les Européennes et les Européens. On est face aussi à une crise démocratique majeure où l'extrême droite est au plus fort dans les sondages et on va avoir une arrivée massive de députés européens d'extrême droite. On est aussi dans un moment où la pauvreté explose partout en Europe et donc il va falloir se demander comment on assure la protection des Européens et des Européennes, comment on protège les Européens et les Européennes face à ces crises majeures. Et donc, nous, notre volonté, c'est de changer les règles du jeu au niveau européen. Changer les règles du jeu, notamment démocratiques. Aujourd'hui, on voit qu'on a une extrême droite qui arrive un peu partout au pouvoir et qui met en danger les libertés associatives, qui met en danger l'état de droit, qui met en danger les droits des minorités, les droits des femmes. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin dans les sanctions apportées aux régimes et aux États qui ne respecteraient pas cet état de droit. Aujourd'hui, on a une Hongrie de Viktor Orban qui n'a pas respecté pendant des années et l'Union européenne a mis trop de temps à dénoncer et surtout à punir ces manquements aux valeurs profondes européennes. Il y a la question climatique aujourd'hui aussi, qui est un enjeu majeur et je sais que les associations et la jeunesse sont particulièrement mobilisées sur cette question. On voit qu'il y a des dérèglements majeurs, ça arrive en France, on l'a vu avec les inondations dans le Pas-de-Calais et il faut changer aussi les règles du jeu à ce niveau-là. Et ce qu'on propose, c'est dès notre arrivée après le 9 juin, c'est de faire un traité environnemental pour que la norme des normes au niveau européen, ce soit la question climatique. On a dépassé certaines limites planétaires et on ne peut pas continuer comme ça et donc on demande à ce que le traité environnemental soit la norme des normes et qu'on ne puisse pas dépasser, qu'on en finisse avec les règles de libre-échange, qu'on en finisse avec cette Europe du marché qui ne respecte pas ni le climat ni les humains en fait, parce que ce marché roi, ça a aussi des conséquences. Je parlais d'explosion de la pauvreté et ce qu'on porte aussi, c'est une Europe sociale,
on veut changer les règles du jeu aussi à ce niveau-là. Et ça passe notamment en rendant contraignante le socle des droits sociaux. C'est une vingtaine de mesures pour les droits humains, pour l'emploi, pour les droits des femmes, et on veut que ce soit contraignant aujourd'hui en Europe, et on veut que la lutte contre la pauvreté soit enfin la colonne vertébrale de l'Union européenne, et on a toute une série de mesures sur le sujet, mais j'aimerais parler notamment du droit de veto social, où on veut porter le fait qu'aucune directive, aucune loi européenne ne puisse avoir un impact sur les 10% des plus pauvres en Europe. Et je pense qu'en changeant ces règles du jeu, on peut protéger les Européens et les Européennes, et on peut apporter l'Europe, en fait, qui donne envie aux citoyens et citoyennes aujourd'hui. Et on a des gens qui ne vont plus se déplacer aux urnes parce que justement, ils ont l'impression que l'Europe les punit, que l'Europe ne les protège pas assez. Et il faut changer ces règles du jeu dès le 10 juin. Merci. Justement, face au contexte de défiance et de tension envers les institutions, de montée des populismes, les associations et le reste de la société civile organisée y jouent un rôle clé et essentiel en Europe. Un rôle clé notamment parce que les associations sont l'émanation directe des citoyens et citoyennes, parce que ce sont des espaces démocratiques d'action du quotidien, et également parce que les associations, elles disent le réel et elles permettent d'articuler les différents échelons du plus local au plus global. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin d'une vie associative forte et justement de liberté associative défendue et protégée. Car oui, on le constate, il y a une dégradation progressive des libertés publiques en Europe et on considère qu'il est du devoir des institutions européennes de permettre à la société civile de s'exprimer librement et surtout dans un contexte sûr et favorable. Donc j'ai envie de vous demander quelle place pour la société civile en Europe justement et comment garantir la protection des libertés associatives dans cette Europe. Alors, quelle place? Je le disais tout à l'heure, les associations, les activistes, en fait, c'est le filet de sécurité finalement, et c'est un contre-pouvoir majeur pour préserver l'état de droit. Alors, je donnais des cas extrêmes tout à l'heure, la Hongrie de Viktor Orban, on le voit en Italie avec l'extrême droite de Meloni, on l'a vu au moment du régime d'extrême droite en Pologne, et donc ça, c'est les régimes illibéraux où on voit des cas extrêmes d'atteinte aux libertés associatives, mais ça arrive aussi en France, et on le voit en fait toutes les semaines, il y a une dégradation de la liberté associative. Encore il y a 2 semaines, en tant qu'élue métropolitaine, je dénonçais le retrait des financements à l'APU par la métropole. Et aujourd'hui, partout sur le continent, il y a ce mouvement de détricotage, pardon, c'était difficile, des libertés associatives. Et donc l'Union européenne, face à ça, elle doit vraiment protéger cette société civile. C'est le dernier rempart face à l'extrême droite, face au populisme. Et donc ce qu'on propose, nous, c'est notamment de créer un statut européen des associations pour que l'Union européenne puisse protéger les associations et puisse protéger cette société civile. Merci beaucoup. Donc on va continuer encore sur cette urgence démocratique. Donc voilà, on le sait, donc il y a une urgence démocratique pour construire une participation citoyenne à l'échelle du territoire, du local au supranational, tant dans les corps intermédiaires que dans les urnes. L'Union européenne doit être le moteur de débats citoyens et rester connectée à son projet collectif. Le projet européen est de plus en plus remis en cause, on l'a dit, par les populismes, par la montée du nationalisme et de l'extrême droite, et on se doit de s'outiller pour lutter contre ces idées. Et donc, en quoi la connaissance de l'Union européenne et de son fonctionnement représente-t-il un enjeu démocratique? Comment favoriser l'intégration des jeunes dans le processus décisionnel européen? Je voudrais d'abord sur l'enjeu de la connaissance. On ne protège et on n'apprécie que ce qu'on connaît en fait. Et il y a une forme d'opacité et on le voit quand on tracte sur les marchés en porte-à-porte. Les gens ne savent pas ce que fait l'Union européenne.
Donc, ils ne s'y intéressent pas. Et puis, je parlais justement de cette Europe lointaine. On a l'impression que c'est une Europe des normes qui ne nous protège pas, une Europe du marché. Là, il y a le retour de l'austérité qui a été voté du Parti socialiste aux libéraux. Ça aussi, ça fait très mal parce que ça a un impact après sur nos politiques publiques en France, ce retour de l'austérité au niveau européen. Et donc, il y a cet éloignement des citoyens de la chose européenne. Et l'un des enjeux, effectivement, c'est de porter à la connaissance de tout le monde ce que fait l'Europe dans le quotidien. Parce qu'en fait, l'Europe, elle est très quotidienne. C'est les fonds sociaux, c'est quand on cherche un emploi et qu'on va dans une entreprise d'insertion, c'est des fonds, souvent des fonds européens, c'est la réhabilitation d'un bâtiment, c'est la culture, enfin c'est énormément de choses. Et en fait, on ne sait pas quelle est cette Europe du quotidien. Et je pense qu'il est essentiel aussi que les citoyens et les citoyennes puissent avoir cette connaissance. Et ça, c'est une chose qui nous manque énormément en France. Et on est l'un des pays où les gens ont le moins de connaissances sur la chose européenne et sur ce que ça apporte au quotidien. Sur l'enjeu de la jeunesse, je pense qu'il y a un double enjeu. C'est qu'en 2019, il y a un jeune sur 3 qui ne s'est pas déplacé. Et il faut rappeler qu'en fait, quand on ne se déplace pas, c'est les autres qui se déplacent pour nous et qu'on a en face des listes, et notamment je parlais des populistes et de l'extrême droite, il y a l'extrême droite qui est au plus haut et qui va remettre en question nos valeurs, nos modèles de société. En 2019, on a vu qu'il y avait un mouvement formidable de jeunesse qui se levait sur le climat et l'extrême droite nous attend au tournant pour avoir un retour en arrière sur toutes les avancées climatiques qu'on a eues pendant 5 ans. Ils sont là aussi pour voter contre l'IVG au niveau européen, ils sont là pour voter contre les droits LGBT. Et je voudrais m'adresser aux jeunes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se mobilisent sur ces questions de droits humains, sur ces questions de climat. Et en fait, si vous ne vous déplacez pas, c'est l'extrême droite qui se déplacera pour vous. Et on va vivre des heures vraiment sombres pendant 5 ans et même plus au niveau européen. Et on va perdre du temps sur la question climatique. On n'a pas de temps à perdre. On va perdre du temps sur les droits humains, sur la lutte contre la pauvreté. Et on n'a pas de temps à perdre parce que nos sociétés sont au bord du gouffre. Et il y a un enjeu majeur qu'on a mis en lumière durant cette campagne en tant qu'écologiste, c'est la question de la représentativité. C'est une question que je porte personnellement depuis des années, c'est comment aussi on amène à la chose publique en envoyant des gens qui représentent aussi toute une partie de la société. Et on sait qu'il y a trop peu de jeunes en politique. Et le pari qu'on a fait là sur cette liste, c'est de mettre par exemple Abdoulaye Diarra qui depuis 10 ans milite dans des structures de jeunesse, dans des syndicats de jeunesse. C'est de mettre Aline Kessassi qui a 20 ans, qui est 10e sur la liste, qui est un militant depuis ses 15 ans dans les quartiers nord de Marseille. Et cette jeunesse qu'on veut envoyer dans les assemblées va changer les choses aussi. En fait, on ne peut pas avoir des politiques publiques qui prennent toute la société en compte et qui répondent à tous les besoins de la société si ces assemblées ne sont pas représentatives. En fait, une personne de plus de 60 ans, on va prendre l'extrême, mais on le voit dans nos assemblées, notamment françaises, c'est des profils assez types et en fait, ils ne connaissent pas la réalité aussi de la jeunesse. Et je pense qu'en envoyant des jeunes comme Amine demain au Parlement européen, on aura des politiques publiques qui prendront en compte aussi ces problématiques de la jeunesse et le quotidien de la jeunesse. Et je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup. Les financements européens, c'est un sujet très important pour les associations parce que ça représente une vraie opportunité de financement non négligeable justement pour créer, développer des actions sur les territoires. Mais on le sait, parce que les associations, elles viennent nous le dire, en particulier les petites et les moyennes structures, c'est très difficile pour elles d'accéder à ces fonds et de vraiment s'en saisir. Donc on considère que l'Union européenne, elle doit simplifier l'accès des associations au financement européen. Et que proposez-vous pour faciliter cet accès? Il y a une double entrée. Je parlais d'Amine qui a une petite association, enfin une moyenne association, je dirais, dans les quartiers nord de Marseille. Et il m'expliquait la dernière fois que justement, lui, il n'avait pas accès au FSE parce que c'était trop compliqué. Et qu'en fait, les grosses structures, effectivement,
prennent la majorité des fonds européens parce qu'il y a une double entrée, il y a la question de la difficulté du dossier. 82 pages, il faut des techniciens pour ça, il faut du temps et comprendre ces dossiers. Et donc, ce qu'on propose notamment, c'est au début du mandat de faire venir des associations avec les techniciens du Parlement, enfin, de l'Union européenne et de devant eux remplir les dossiers et voir ce qui bloque pour simplifier justement ces dossiers. Et la simplification des dossiers, ça serait une entrée. La deuxième entrée, bien sûr, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, quand on remplit un dossier, il faut avancer les fonds. Pour une petite structure, c'est juste impossible. On a un projet à 80 000 euros pour une petite structure. Attendre parce qu'il y a un délai probable de 3 ans avant d'avoir les fonds européens. Il faut commencer le projet, il faut financer le projet et l'Union européenne rembourse après. En fait, c'est juste impossible pour les petites structures. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'à partir de la notification, on puisse avoir le financement. Et il y a une entrée aussi plus politique. Aujourd'hui, les régions ont une partie du financement européen et on sait que la couleur politique peut aussi avoir une influence sur les fonds. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir des techniciens européens en région qui puissent peut-être créer une autre dynamique pour les structures et accompagner les structures dans le montage de dossiers. Merci pour cette réponse. Donc, dernière question avant de vous permettre de conclure. Donc, un peu quand même sur les valeurs hein, que l'on peut défendre à la fois dans nos deux structures. Les organisations associatives défendent une Europe ouverte sur le monde, riche de cultures différentes, qui ne standardisent pas, qui s'oppose à toute forme de rejet de l'autre et encourage les débats. Permettre de s'affranchir des déterminismes est un préalable fondamental pour l'émancipation de toutes et tous. Et donc, dernière question, mais pas des moindres, comment construire une éducation citoyenne pour lutter contre les déterminismes ? Les déterminismes, on parlait de lutte contre la pauvreté. La lutte contre l'exclusion doit devenir aussi un enjeu majeur au niveau européen. Pour moi, il y a plusieurs entrées, encore une fois. Il y a la question de l'éducation populaire. Comment l'Union européenne peut financer les structures d'éducation populaire? On sait que c'est un impact majeur aujourd'hui. Comment l'Union européenne peut financer des structures qui permettent l'émancipation de toutes et tous. Personnellement, j'ai commencé mon parcours politique comme ça. Je viens d'un quartier populaire et je sais à quel point pouvoir avoir accès à des associations, pouvoir avoir accès à des lieux de culture, à des associations culturelles pour peu d'argent finalement, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens, ça m'a permis d'aller faire des études, de sortir de mon quartier, etc. Et donc l'Union européenne doit être motrice sur cette question du financement des structures d'éducation populaire, doit porter des axes forts sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur l'éducation à la sexualité, sur l'écologie, porter des programmes forts qui permettent l'émancipation et une ouverture de toutes et tous. Je parlais de culture, mais on sait que l'Union européenne a un rôle fort aussi sur la culture et le financement de la culture. Et en fait, la culture ouvre des portes, ouvre des fenêtres sur le monde. Et je pense que c'est l'une des clés aussi pour lutter contre les déterminismes, avoir un projet culturel européen fort qui puisse aller jusque dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les ruralités, qui puisse s'ouvrir à tout le monde. Et l'Union européenne a de grandes choses à faire pour lutter fortement contre ces déterminismes qui rongent la société et qui agrandissent, qui creusent les inégalités dans nos sociétés. Merci. On arrive à la fin de cette interview. Pour finir, on vous propose une carte blanche, un temps libre d'1 minute pour conclure sur ce que vous voulez mettre en avant sur la jeunesse et la vie associative. Je le disais tout à l'heure, en 2019, la jeunesse ne s'est pas assez déplacée, mais la jeunesse qui s'est déplacée sur des bases de lutte contre les discriminations. Il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu les marches contre le racisme, il y a eu les marches climat. Et en fait, aujourd'hui, on est
face à une élection majeure, je le disais, parce qu'on a une extrême droite qui est plus forte que jamais, on a une crise climatique majeure, et en fait, il faut qu'on renverse la table. Aujourd'hui, il faut déjouer les pronostics et envoyer le plus d'eurodéputés de combat pour les 5 prochaines années. Et en fait, le 9 juin, ce qui joue est majeur et on peut déjouer les pronostics. En Pologne, l'extrême droite était donnée gagnante et les jeunes, les activistes, les associations, les femmes, les LGBT se sont déplacés et une majorité progressiste a pu reprendre le pouvoir. Et le 9 juin, c'est ce qu'on doit faire, parce qu'on ne peut pas laisser l'Union européenne aux mains de l'extrême droite, des libéraux qui vont attaquer le climat, qui vont attaquer les droits des femmes. Et si demain vous envoyez des eurodéputés écologistes, déjà vous aurez des luttes pour le climat. Bien sûr, on continuera sur le pacte vert, on continuera pour avoir une PAC plus juste, on continuera pour protéger les Européens et les Européennes face au dérèglement climatique, mais on luttera aussi pour inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, on luttera pour les droits des femmes un peu partout, on luttera pour les LGBT, et on luttera surtout pour maintenir une vie associative dans tous les pays, pour préserver ce contre-pouvoir nécessaire. C'est absolument nécessaire face à la montée des populismes, et donc pas d'écologie sans les écologistes, pas de féminisme sans les féministes, pas de société civile sans des activistes aussi, parce que on a fait attention à envoyer aussi, à mettre sur nos listes des gens qui viennent du milieu associatif. Moi-même, j'ai pendant 10 ans été militante associative et on sait ce que c'est et on sait à quel point c'est important pour préserver la cohésion sociale et pour gagner des grandes batailles, des grandes victoires. Merci beaucoup, Madame Mélissa Camara. Merci à vous. Pour rappel, vous représentez la liste Les Écologistes de Marie Toussaint et on vous souhaite une bonne continuation dans votre campagne. Merci. On se retrouve le 9 juin.